Donc bonjour à tous pour cette énième classe Flash Info. Je crois que c'est le sixième Flash Info de la formation qu'on anime sur cette réforme avec Christine. Ce Flash Info est spécialisé sur le sujet des décrets, puisque enfin on les a eus, avec le temps qu'on les a attendus depuis le mois d'octobre où on nous les promettait. Les décrets sont enfin tombés. Et justement, Christine, peux-tu nous dire où on en est sur ces décrets? Oui, eh bien, fin décembre, enfin on en a eu quelques-uns avant, mais fin décembre, donc la majorité, une grande partie des décrets donc ont enfin été publiés. On vous a fait un tableau synthétique qui permet de les récapituler. Je vais pas tous les passer en revue, mais simplement notons que donc les décrets du CPF sont sortis. Suivi donc des décrets d'un décret concernant le CEP. Les plus importants, enfin les plus nombreux, on va dire, c'est ceux du CPF de transition, mais on verra que ça nous, comment je veux dire, ils ressemblent étrangement à ceux du congé individuel de formation. On a eu aussi, concernant les dispositifs, les décrets concernant la PROA, nous donnant un peu le niveau. Sur le financement, eh bien, on a aussi les grands taux de répartition qui seront appliqués par France Compétences, des décrets sur le pilotage de la formation et notamment des décrets intéressants sur l'organisation donc de France Compétences, mais moins directement intéressants pour les entreprises. Les décrets sur les OPCO, la manière dont ils peuvent effectivement donc les dossiers qu'ils ont demandés, la base de l'agrément, un certain nombre d'informations. Donc pour l'instant, il y a 13 OPCO en piste. Normalement, notre ministre n'en voulait que 11. Et il y a un peu de cafouillage, comme on le verra. Après, un décret très intéressant, mais bon, assez succinct quand même, sur la notion d'action de formation, et enfin des décrets sur la certification. Et puis, on ne le traitera pas du tout ici, les décrets sur l'apprentissage, quelques décrets sur l'apprentissage, puisque tout ce qui va concerner la mise en œuvre, la création des CFA n'est pas encore sorti. Mais l'apprentissage, on le laisse de côté, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais pas pour l'instant. De la même manière qu'on n'abordera pas non plus la certification, puisque c'est quand même un peu annexe. Donc les plus importants pour nous, ça va être aujourd'hui les décrets concernant les différents dispositifs et ceux concernant aussi notamment la notion d'action de formation. Alors, Céline, je te passe la parole. Qui pilotera donc la formation en 2019? Alors, en 2019, le pilote, c'est France Compétences, en fait. Alors, faut lui laisser le temps d'arriver, parce qu'il existe officiellement seulement depuis le 1er janvier 2019. Donc, c'est tout nouveau pour lui. Il a, en fait, fusionné trois entités, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le COPANEF et le CNEFOP. Donc, ces trois entités fusionnent dans un seul gros mastodonte qui est mammouth, qui va s'appeler France Compétences. Et c'est ce mastodonte-là qui va piloter en fait toute la formation professionnelle au niveau stratégique, mais aussi avec des grands impacts sur l'opérationnel, puisque c'est ce France Compétences qui fera le lien entre les différents interlocuteurs et les différents acteurs de la formation. Alors, en tant qu'entreprise, vous ne serez pas forcément en direct avec France Compétences. Il n'empêche que vous serez directement impacté par les décisions prises par France Compétences, notamment sur la décision financière, puisque c'est France Compétences qui, tous les ans, définira en fait quelle est la somme qui sera attribuée aux différentes personnes, enfin, différents acteurs, pardon, auprès des OPCO, auprès des régions, de la CDC, de l'État, de CEP, des commissions paritaires interprofessionnelles qui vont remplacer les OPACIF, les CEPIR. Donc en fait, c'est France Compétences qui définira où partent les fonds. Donc c'est quand même et à combien et à quel montant chaque année. Donc ça c'est un point extrêmement important en termes de pilotage et c'est très nouveau dans le système de notre formation tel qu'on avait l'habitude de le connaître. On n'aura plus en fait le système tel qu'on avait que dans le 1%, il y a 0,2 qui part là, 0,2 qui part là. Là, ça sera des montants fixés annuellement par France Compétences. À côté de ça, c'est France Compétences qui a la charge et la responsabilité de s'occuper de tout le suivi des coûts, et notamment des coûts contrats pour l'alternance, donc qui pilotera, c'est les OPCO qui géreront par le biais des branches, mais France Compétences supportera et veillera à la bonne gestion de toute cette opération.
s'occupera aussi de tout le sujet de la qualité, notamment en lien avec tout ce qui est certification dans les branches. Donc, on ira voir que tout fonctionne bien de ce côté-là et répartira les fonds mutualisés. Donc, ça fait déjà un très, très gros rôle en termes de pilotage. Et surtout, France Compétences va mettre l'accent sur le sujet de la certification professionnelle en revisitant à la fois le registre national de la certification professionnelle et le répertoire spécifique. Pour rappel, ce répertoire spécifique, c'est le nouveau dos de l'inventaire qui avait été créé lors de la précédente réforme. Tout ça va être revu et corrigé. La façon de procéder, ça a déjà commencé par les décrets dont Christine a parlé tout à l'heure. En fait, on revisite comment on fait pour rentrer un titre au RNCP, comment on fait pour rentrer un titre au répertoire spécifique, les conditions d'accès. Tout ça va être revisité. Pour le RNCP, il va y avoir un peu plus de travail puisqu'on a jusqu'à 2024 pour le faire et pas mal de décrets encore en attente pour le réaliser. Il n'empêche en fait que c'est France Compétences qui pilotera tout ça, y compris aussi les recommandations auprès des pouvoirs publics puisque c'est France Compétences qui gérera la commission qui va piloter en fait tout le sujet. Je vais revenir sur cette commission, mais avant, juste bien faire le point sur qui est dans France Compétences. Je pense que vous l'avez vu dans le slide, c'est assez visible une fois qu'on voit le nombre de voix. Qui pilote France Compétences? En grande partie, c'est l'État. Parce que l'État, en fait, vous voyez qu'elle a plus de 45. L'État a 3 personnes qui vont siéger à France Compétences, ce qui est très nouveau, parce qu'au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, c'était géré par les paritaires. Et dans le CNEFOP, il y avait déjà l'État. Mais c'est vrai que le fonds paritaire était vraiment un outil des paritaires et l'État était là juste en voie consultative. Là, l'État aura énormément de voix et surtout que c'est l'État qui nomme les 2 personnalités qualifiées que vous voyez sur votre droite et donc on y voit également. Donc, si on imagine que comme c'est l'État qui les a élus, enfin nommés, pardon, derrière l'État peut quand même avoir des choses à leur dire, on peut imaginer quand même que l'État s'est réservé une bonne partie des décisions. À côté de ça, on a les conseils régionaux qui n'ont que 2 personnes. Ça me paraît assez peu d'ailleurs par rapport au poids qu'ils avaient précédemment. Et surtout, vous voyez une grande perte des paritaires puisque eux n'ont que 40 voix en fait et 8 personnes nommées. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup moins de monde. Et donc en gros, on peut dire qu'il y a eu une espèce de hold-up des pouvoirs dans la formation professionnelle puisque c'est vrai que derrière, les paritaires qui avaient l'habitude de tout piloter sur ce sujet-là, ben là, sont un peu rattrapés par l'État et pourquoi pas un peu les régions. À côté de ça, on va avoir une belle commission, mais qui sera dans France Compétences, donc qui est la Commission nationale de la négociation. Alors, certains me disent que le son est saccadé, c'est peut-être dû à de la bande passante parce qu'on est nombreux. Est-ce que c'est mieux maintenant? J'ai rapproché le micro. Donc, cette Commission nationale de la négociation collective et de l'emploi et de la formation, en fait, elle aura pour rôle de remplacer ce que faisait le CNEFOP. Et elle commence dès le 1er janvier 2019. Elle va d'ailleurs récupérer les dossiers qui étaient gérés par le CNEFOP. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le CNEFOP a pour rôle majoritaire d'aller donner des avis sur les projets de loi, les ordonnances, toutes les dispositions réglementaires qui gèrent la formation au quotidien. C'était un rôle important. Et aujourd'hui, il y avait de nombreux acteurs qui étaient dans ce CNEFOP, l'État bien entendu et les régions, mais aussi également tous les acteurs de l'emploi. Là, finalement, en fait, on voit que c'est de nouveau aussi un hold-up de l'État, puisque derrière, en fait, on se rend compte que derrière, c'est beaucoup les ministères, les régions et les départements qui seront dedans, et que finalement, les paritaires n'auront qu'un rôle consultatif. Donc, ils perdent aussi du pouvoir de ce côté-là. Pour eux, ça va être une grande perte, à mon sens. Donc, on voit le pilotage, l'État a bien repris la main et laisse finalement moins de place aux entreprises. Et pourtant, c'est les entreprises qui vont contribuer financièrement. Alors, justement, Christine, tu peux nous expliquer un peu ce qui va changer en financement? Bien volontiers. Alors donc, au niveau de financement, bon, la loi nous avait déjà donné une belle idée de ce qui allait se passer, donc puisque à partir de 2021, de manière sûre, peut-être en partie en 2020, ça sera la surprise. Donc la contribution totale des entreprises, c'est-à-dire le 1, 60%, sachant que 0,8% reste attribué aux écoles et c'est vous qui allez payer les écoles directement avec ce 0,08%. Et donc le 1,60% sera collecté par l'URSSAF au moins le mois, de la même manière que les cotisations sociales sur le revenu d'activité, donc à la fois, et c'est 1% pour la contribution formation, 1% pour l'apprentissage, on l'avait vu, double collecte.
qui a le mérite de faire en sorte que ceux qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage ne cotiseront pas pour le 0,60%. Alors ensuite, c'est France Compétences qui va récupérer en partie les fonds. Alors sur ce qu'elle récupère et avant de décider de la répartition, elle va verser une grosse partie à l'État, hein, donc c'est-à-dire à la Pôle Emploi pour le compte de l'État, hein, de la même manière pour la formation des demandeurs d'emploi, et donc il y a 1,6 milliard d'euros qui iront pour la formation des demandeurs d'emploi. Ensuite, France Compétences donc a pour mission de redistribuer le solde. Alors, une partie va être attribuée au CPF et donc sera versée à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il s'agit de 10 à 20%. Ensuite, une autre partie donc concernera l'alternance. Comme vous voyez, c'est la partie la plus importante. 64 à 72% donc du solde sera versé aux OPCO dans la section financière alternance. Ensuite, 8 à 13% de la somme sera versée aux OPCO aussi pour les entreprises de moins de 50 salariés et donc la prise en charge des financements dans le cadre du plan. Enfin, le financement du CEP, là, c'est France Compétences qui s'en chargera et qui le donnera probablement à l'instance qui sera choisie, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore l'instance qui va gérer ou organiser les CEP. Et puis, le CPF de transition à hauteur de 5 à 10%, lui, les sommes seront versées au CPIR. Voilà, alors ça, je le répète, c'est à partir donc obligatoirement de 2021, peut-être en 2020, mais c'est absolument pas en 2019. Et du coup, je te passe la parole, Céline, pour nous dire comment ça va se passer en 2019. Et pour répondre à Marion qui a posé la question justement de la double collecte, alors, on vous a pas, Christine, vous n'avez pas parlé de la double collecte parce que cette double collecte, elle ne sera pas tous les ans. Heureusement, elle est juste pour 2019. Pourquoi une double collecte? Parce qu'en fait, pour rappel, on est sur des années décalées. La taxe d'apprentissage, elle s'est toujours faite sur la bonne année. Donc, en fait, vous êtes collecté en 2019 de la taxe d'apprentissage 2019. Mais ce n'est pas le cas de la contribution formation. La contribution formation que vous allez payer avant le 1er mars prochain, c'est la contribution formation de 2018. Et donc vous n'aurez pas encore payé celle de 2019. Or, ça pose un problème pour parvenir au système que Christine vient de vous expliquer, puisque derrière, on sera au mois le mois. Et donc, en fait, on pourra pas prélever, en fait, le mois si on a la contribution formation de l'année d'avant. On va donc devoir rejoindre le même système pour la contribution formation. L'autre solution aurait pu être de faire une année blanche, mais l'État n'a pas choisi cette solution. Donc, en fait, il n'y aura pas d'année blanche pour les entreprises. 2019 devra être acquitté, d'où une double collecte. On aura donc une collecte de la contribution 2018 avant le 1er mars 2019 et on aura une deuxième collecte avant le 15 septembre 2019, seulement sur la contribution formation, pas du tout sur la taxe d'apprentissage, avec un acompte de 75% à verser qui sera calculé sur ce que vous aviez déjà versé en 2018. Et en fait, en mars 2020, on collectera le delta. Donc, le delta on enlèvera votre acompte de 75% et on calculera par rapport à votre véritable masse salariale 2019 le delta financé. Voilà un peu comment ça va se pratiquer en termes de double collecte. Et donc, en fait, on aura une organisation différente. J'espère avoir répondu à la question de Marion par rapport à ce qu'elle avait vu. Alors justement, Christine, quel va être l'impact sur les OPCA en 2019? Parce que, à part faire la collecte, ils auront peut-être d'autres tâches. Voilà, alors la loi nous avait donné déjà des indices, puisque donc aujourd'hui nous sommes face à des OPCO, mais il y en a encore une vingtaine. Alors quand on parle d'OPCO, c'est parce qu'ils ont maintenant, les anciens OPCA ont maintenant la mission des OPCO. Donc en 2019, ces OPCO se sont tous en principe regroupés dans des filières. Bon, on en attendait 10, 11 maxi, il y en a eu 13. Des filières qui ne sont pas encore forcément fixes, on vous les a plus ou moins listées.
derrière ces filières, certaines sont bien constituées, d'autres c'est un peu compliqué. On s'aperçoit que les paritaires ont du mal dans certains cas à s'entendre. Ils n'arrivent pas, il y a des vieilles rivalités qui remontent à des années et des années de rivalité. Quand on a eu dans une même profession deux syndicats, c'est en général parce que on avait des points de vue différents. Donc ces deux syndicats aujourd'hui n'ont pas forcément envie de se remettre ensemble, hein. C'est un petit peu le cas. Donc il y aura probablement encore des changements qui vont intervenir dans au niveau de ces OPCO. On verra si le gouvernement reste ferme sur son objectif. L'objectif, c'est qu'on ait une 10, éventuellement 11 OPCO qui sont regroupés au travers d'une filière métier, donc une cohérence de métier à l'intérieur des OPCO. En principe, donc le gouvernement va nous donner très rapidement son point de vue sur les 13 demandes qui lui ont été octroyées. À partir du 1er février, normalement, tous les OPCO seront validés, ou alors on leur demandera de revoir leur copie d'ici le 31 mars. S'ils ne revoient pas la copie, s'ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, eh bien c'est l'État normalement qui tranchera et les OPCO définitifs donc seront maintenus au 1er avril, seront donc connus pour le 1er avril 2019. Et ensuite, c'est eux qui vont avoir un rôle important, mais ils l'ont déjà quand même maintenant, puisque c'est eux qui vont assurer, comme on va le voir après, toute la période transitoire. Alors, voilà, ce que l'on a, c'est les OPCO donc ont demandé leur agrément, donc avant le 31 décembre, au travers de ces grandes filières métiers. Bon, ça, je vous laisse peut-être prendre en compte, puisque c'est peut-être pas le plus important. C'est intéressant à savoir que normalement, pour pouvoir être retenu, il faut qu'ils gèrent des contributions supérieures à 200 millions d'euros. Je vous rappelle qu'avant, un OPCA pouvait exister avec 100 millions d'euros de collecte, ou alors qu'il couvre au moins 200 000 entreprises. Là aussi, donc un conseil d'administration, et puis comme l'État veut quand même être très présent, eh bien, il faut qu'ils prévoient dans leur statut qu'un commissaire du gouvernement assiste aux séances des conseils d'administration, ce qui ça est complètement nouveau. Et ils doivent pouvoir intervenir donc dans le champ des métiers et des compétences. Alors, les prises en charge par les OPCO. Alors, les OPCO vont être divisés en grandes sections financières. Alors, une section alternance, absolument obligatoire et qui restera définitivement. Une section développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, donc pour gérer notamment leur plan de formation. Alors après, c'est un peu une contribution supplémentaire de branche. Alors, c'était pas dans la loi, mais on l'a trouvé dans les décrets. Donc, si une branche le souhaite, elle peut augmenter la contribution de ces entreprises par une contribution supplémentaire de branche. Ça existait déjà dans certaines branches. Est-ce que les branches vont réitérer ça, sachant que ça va charger encore côté entreprise, puisque je vous le rappelle, le 1 à 60% quand même n'est quasiment plus récupérable, si ce n'est au travers de l'alternance. Si on vous remet une contribution de branche supplémentaire, c'est encore une partie de budget qui ne pourra pas être utilisée comme vous le souhaitez. Mais bon, là, à suivre, ce sont vos partenaires sociaux, donc il faut bien les choisir. Ensuite, il y aura une section, à condition qu'il y ait un accord d'entreprise pour gérer la collecte pour les travailleurs indépendants et les CEP. Bon, ça, on le verra après, c'est pas très intéressant pour vous. Ensuite, une section facultative. On redonne aux entreprises la possibilité de travailler avec leurs OPCO, si elles le souhaitent, en effectuant des versements volontaires. Donc ça aussi, ce n'était pas dans la loi, mais c'est maintenant acté dans un décret. Donc ça, c'est complètement facultatif. Je suis pas sûre que l'entreprise ait intérêt à le faire, mais finalement, l'entreprise qui voudra continuer à travailler avec son OPCO, donc sur le plan, à mon avis, elle n'aura pas beaucoup de contributions supplémentaires, puisque logiquement, c'est plus ça ne sera pas ça, mais vous pourrez toujours utiliser l'OPCO un peu comme un sous-traitant si vous voyez un intérêt à travailler avec eux. Ensuite, pour la période transitoire de 2019,
eh bien, 3 sections financières transitoires et provisoires sont donc mises en place. Une pour gérer le CPF, donc l'OPCO va continuer à pouvoir gérer le CPF en 2019. Une pour gérer la formation des demandeurs d'emploi et une pour gérer donc les CEP. Christine, je t'arrête juste 2 secondes pour répondre à certaines questions qui sont apparues. Alors, je vais répondre en premier à celles qui adviennent d'Opcalia et d'AGEFOS. Ils sont dedans, hein. Si vous regardez en fait le tableau, vous pourrez l'analyser plus précisément après. Mais Opcalia a décidé de créer une grande session qui s'appelle Welcome, et AGEFOS, une autre grosse section qui est un peu plus compliquée en termes de nom, donc c'est moins bien retenu en fait en termes de nom. Donc ils sont restés tels qu'ils étaient, ils voudraient rester interbranches. Reste à savoir si l'État acceptera. À notre sens, à Christine et moi, pas forcément, parce que c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment des filières métiers. Or là, pour l'instant, les 2 généraux ne l'ont pas fait. Donc, il y a 3 généraux aujourd'hui qui apparaissent comme encore récents comme des interpros. Et on va voir derrière ce que va dire le ministère sur le sujet. Il pourrait bien décider de les fusionner, pourquoi pas, ou derrière de les rassembler. Donc, très clairement, en fait, dans l'absolu, on sait que c'est ceux-là qui sont le plus en perturbation, et AGEFOS et Opcalia, parce que derrière, justement, ils n'ont pas totalement répondu au cahier des charges. En tout cas, ce qui est possible aussi, c'est que AGEFOS et Opcalia perdent aussi une partie des branches. Il n'est pas dit que dans les nouveaux OPCO, derrière, on aura les mêmes branches que celles qui étaient dans les interpros d'hier. Je vais en profiter pour répondre à la question d'Hortense. On n'a pas vraiment l'explication de savoir si c'est la convention collective qui frappera ou le NAF. Ça sera vraiment décidé par l'État au moment où il va déterminer la chose. Aujourd'hui, les branches ont commencé à justement se mettre dans les grandes filières. Il y a de grandes chances, à mon sens, mais c'est une interprétation et vraiment une vision générale. Je ne sais pas ce que Christine en pense, je lui laisserai la main tout à l'heure pour le dire, mais je pense qu'on va garder le code NAF qui est souvent le bon moyen de dénomination de la chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christine. Oui, c'est à suivre, mais c'est possible. Ça me semble plus facile que le reste. Voilà. Après, pour répondre à la question de Marion sur le conventionnel, sur donc la contribution conventionnelle, non, bien sûr, si la branche définit des contributions conventionnelles, là, vous auriez éventuellement des possibilités de récupération. Il faudra que les accords de branche soient précis sur ce que vous pouvez récupérer dessus et puissent donner les différentes informations. Après, dans le principe, derrière, il n'y a pas d'autres cas derrière. Donc, est-ce que quand on sera hors branche, on pourra derrière choisir son OPCO? On n'en sait rien pour l'instant. Donc, derrière, on n'a aucun autre moyen de le savoir. Pour l'instant, on n'a pas les informations sur ce sujet-là. À mon sens, il faut déjà attendre d'avoir les vrais OPCO, d'accord, d'avril, pour voir après si effectivement et comment sera gérée cette somme, seront gérées ces sommes relevant des contributions supplémentaires. Il y aura certainement quand même des obligations, mais normalement elles seront récupérables. J'ose espérer pour vous, avec quand même une partie qui sera pompée, enfin qui sera prise par l'OPCO pour gérer pour les frais de gestion. Donc, de toute façon. Et puis, vous n'aurez pas forcément l'attitude totale pour gérer ces sommes. Mais peut-être aussi qu'on vous proposera des choses intéressantes en échange. Par contre, vous serez soumis à le faire. Il n'y aura pas d'autre, il y aura pas le choix. Si c'est dans votre accord de branche et que vous êtes dans la branche, il n'y a pas le choix. Je te redonne la main, Christine. Voilà, bon, les OPCO seront aussi en partie contrôlés. Donc, lors de la prise en charge OPCO, normalement, pour être pris en charge, donc ça sera allégé, il faudra leur présenter les factures relatives à la prestation réalisée, le relevé des dépenses supportées par l'employeur, en précisant les frais pédagogiques, les frais de rémunération, les frais annexes, accompagnés des pièces
comptables qui permettent d'établir ces montants. Alors ça sera à voir aussi quelles seront les pièces comptables. Et puis le certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action, c'est-à-dire, en gros, c'est pas la feuille d'émargement, mais quelque part, c'est l'attestation qui viendra du dispensateur de formation, que la formation a bien été, ou que l'action, parce qu'on ne parle plus de formation, comme vous le voyez, a bien été suivie. Donc, normalement, ça devrait être plutôt allégé par rapport à ce que demandent les OPCO aujourd'hui. J'imagine que ça sera accompagné d'une demande de prise en charge. Alors, l'OPCO sera aussi obligé d'informer. Il faudra qu'il donne la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge, le coût des diagnostics et services proposés, le niveau de prise en charge des contrats d'alternance par branche, la liste annuelle des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'OPCO et montants versés aux OF, et les comptes annuels des OPCO et rapports du commissaire aux comptes. Normalement, ils devront être transparents. Alors, c'était déjà dans des précédentes réformes. Après, quand ils sont transparents au niveau global, en mélangeant toutes les branches, c'est vrai que c'est un transparent qui est très, très, très relatif. Mais bon, je pense que le plus intéressant là-dedans, ça sera pour vous la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge, et puis notamment les niveaux de prise en charge des contrats en alternance, donc par branche. Donc ça sera extrêmement important. Et puis le coût de leur service. Jusqu'à présent, je vous rappelle qu'ils ont toujours facturé leur service, mais que ça vous semblait indolore puisque c'était dans les montants versés et c'était pas toujours affiché. Donc là, par contre, il faudra que ça soit, et à mon avis, il y aura une facture qui accompagnera donc les services proposés. Ce qui veut dire que c'est une vraie, je te coupe 2 secondes, Christine, mais ça veut dire que c'est une vraie discussion à avoir avec un OPCO aujourd'hui quand tu es une entreprise de plus de 50, parce que c'est d'aller se demander si ça vaut le coup de verser du volontaire. Comme tu le disais, on n'est pas persuadé de la chose. En tout cas, s'ils en versent, il faut vraiment mesurer qu'est-ce qu'ils font pour moi en tâches administratives. C'est souvent sur le sujet de la subrogation que les entreprises se posent des questions parce qu'ils ont du mal éventuellement à se dire qu'ils vont devoir récupérer cette tâche-là de la gestion des commandes, la gestion des paiements aux organismes de formation. Il n'empêche qu'il faut quand même aller se poser la question de combien ça prend de temps à l'OPCO, combien ça me coûte et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire moins cher sur le marché ou de le réinternaliser. Donc c'est vraiment là-dessus que je pense que vous allez devoir avoir une réflexion à avoir, c'est est-ce que je veux continuer à bénéficier en tant qu'entreprise de plus de 50 des services de l'OPCO et si je veux en bénéficier, quel est leur coût et est-ce que c'est rentable ou pas pour moi? Voilà, mais au moins ça sera, comment je veux dire, ça sera flagrant, c'est-à-dire que ça sera officialisé. Vous saurez combien vous coûtent les services qu'éventuellement est prêt à vous rendre l'OPCO. Après, ça vous conviendra ou ça ne vous conviendra pas. Moi, je vois pas trop l'intérêt de leur verser du volontaire, mais bon, c'est à analyser malgré tout. Chaque situation est une situation. Alors après, c'est vrai aussi que pour les entreprises qui risquent d'être dans des branches où on va leur remettre du conventionnel obligatoire, c'est vrai qu'accompagner ça de volontaire, peut-être que ça pourra simplifier votre gestion ou pas. Mais c'est, pour moi, enfin, moi j'étais assez étonnée par cette décision à l'intérieur des décrets, car c'est un peu un retour en arrière par rapport à ce qui avait été voulu par notre ministre. Donc c'est un coup en avant et puis un pas en arrière et on repart à comme c'était avant, ce qui montre quand même le pouvoir de lobbying très important que peuvent avoir les différents acteurs de la formation continue. Alors Marion demande quels pourraient être les intérêts justement à leur verser du volontaire et justement quoi ça simplifie la gestion. Alors les intérêts à mon sens de verser du volontaire, je vous dis, c'est si derrière ils gèrent pour vous des tâches que vous ne voulez pas réinternaliser dans votre entreprise. Je sais parce que on a beaucoup de clients, on a eu nous en externalisation énormément de demandes sur la subrogation sur la fin d'année. Justement avec des questionnements d'entreprise qui se disaient jusqu'à présent c'est mon OPCO qui gère le paiement aux organismes.
Si demain je dois le récupérer en interne, un, ça va faire des tâches pour le service formation, deux, ça va faire des tâches pour le service comptable et j'arriverai pas à le gérer. Donc derrière, est-ce que derrière je peux le donner à quelqu'un d'autre? Maintenant derrière, ça peut être un des intérêts de se dire que finalement l'OPCO continue à faire ça. Reste à savoir à quel prix et de l'intérêt de comparer les coûts des uns et des autres. Après, derrière, il peut y avoir d'autres prestations. Il y a certains OPCO qui ont mis des actions collectives intéressantes et si vous pouvez en bénéficier, ça peut être éventuellement un intérêt pour avoir des actions moins chères. On peut imaginer des OPCO qui ont commencé à travailler sur l'idée de vous accompagner en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a des OPCO qui ont commencé à mettre en place des systèmes de gestion intégrés à la gestion de la formation ou à l'évaluation. Donc après, reste à savoir ce qu'ils vont vous offrir comme prestation et c'est toujours pareil, hein, comme tout acheteur, à quel coût et à combien. Oui, et puis ça peut être intéressant pour peut-être les entreprises qui sont à 50, entre 50 et 100 salariés, qui se disent oh là là, j'ai plus de pilote, j'ai plus d'aide, j'ai plus de alter ego pour gérer la formation, et qui se disent bon, ça va les rassurer, je pense que, mais peut-être que ça peut être rassurant pour l'entreprise de taille sur 3 ans. Je ferai d'abord 1 an, si c'est possible, et puis je verrai après comment ça se passe. Mais peut-être que ça peut être rassurant pour l'entreprise de taille qui est proche des 50 et puis qui d'un seul coup maintenant est dans les plus de 50 et qui avait l'habitude quand même d'avoir un certain nombre de services avec ses anciens OPCA. Après, pour les très grosses entreprises, bon, je vois pas, enfin, c'est pas forcément le plus important, sauf si l'OPCA ou l'OPCO, plus exactement maintenant, prend en charge la bureaucratie. C'est pas le plus intéressant à faire, donc pourquoi pas. Mais il faut voir, comme disait Céline, à quel coût. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point, on va peut-être avancer. Céline, donc, quels sont, selon toi, les éléments annoncés par les décrets qui concernent les actions de formation, leurs notions, les actions spécifiques telles que la digitalisation et puis notamment la fameuse FEST? Alors, rappelons justement d'abord au départ que finalement le plan s'est simplifié. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, pour expliquer aux acteurs, on est un peu plus tranquille et on a plus 50 dispositifs à expliquer. Si c'est l'initiative de l'employeur, c'est le plan de développement des compétences. Si c'est l'initiative du salarié, c'est le CPF qui fait tout seul de son propre gré. Et si on veut faire une action co-construite, on fait du CPF co-construit. Donc, en fait, on est sur pas des milliers de dispositifs. Après, le reste, c'est l'alternance, le contrat de pro ou le contrat d'apprentissage pour les CDD et CDI, pour des gens que j'accueille. Et si je veux faire de l'alternance pour quelqu'un qui est en contrat à durée indéterminée dans mon entreprise, je vais faire ce qu'on appelle la PROA. On en reparlera des actions de reconversion. Et il reste toujours, on n'en reparlera pas parce qu'il n'y a pas eu de changement, mais juste pour vous rappeler que la préparation opérationnelle à l'emploi continue à exister dans votre plan. Mais ça, c'est pour des nouveaux intégrés que vous voudriez avoir et à qui vous voulez faire moins de 400 heures de formation, toujours financée par l'OPCO. Donc tout ça, ça restera dans l'alternance. Mais en simplification, pour expliquer les dispositifs aux acteurs, je trouve que ça s'est simplifié. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on vous a ouvert, et le décret d'ailleurs est assez précis, montre clairement qu'on a changé de monde. L'action de formation s'ouvre en fait. On a oublié le fameux programme à l'ancienne avec les objectifs pédagogiques, les moyens d'encadrement, les moyens d'organisation, le fait qu'on est obligé d'avoir une feuille de présence, le fait qu'on est obligé de faire une évaluation. Tout ça est mis au placard pour créer une définition de l'action de formation beaucoup plus vaste, qui est finalement un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Alors, ça veut dire par contre qu'il faudra bien préciser et démontrer quel est le parcours pédagogique et le décret dit qu'on pourra utiliser les différentes modalités dans ce parcours, soit des stages présentiels, comme on l'a toujours fait, bien entendu des formations à distance, comme cette classe virtuelle éventuellement, ou comme éventuellement de l'e-learning, et à côté de ça aussi des formations en situation de travail. On va y revenir bien entendu. On devra toujours expliquer dans un document qui explique l'action de formation, les moyens mis à disposition et les ressources qu'on utilise au niveau pédagogique. Ça, c'est au prestataire d'aller faire le travail. Et il faudra que le bénéficiaire du parcours soit au courant et bien entendu le financeur aussi. On dit financeur, ça peut être l'entreprise, mais ça peut être aussi l'OPCO. À côté de ça, ça pourrait être la CDC d'ailleurs quand on parlera de CPF. À côté de ça, il faut aller expliquer les conditions de prise en charge, ce qui est juste normal aussi. Et il faudra avoir un moyen de prouver la réalité de l'action de formation
Et là, la loi ne parle plus de la sacro-sainte fiche de présence ou de la fiche d'assiduité, puisqu'on avait parlé de documents d'assiduité dans la précédente réforme. Là, la loi dit qu'il faut un document ou un système probant qui permet de justifier la réalité de l'action. Donc ça, il va falloir que le marché marche dessus et fonctionne sur ce sujet-là pour aller voir quel est le document probant. On voit déjà en digital ce que ça peut être et le décret en donne quelques traces. Sur les actions digitales, le décret nous dit que toute action digitale qui veut être considérée comme une action de formation doit nécessairement avoir une assistance technique, ça c'est la personne qui vient vous aider à utiliser le système, une assistance pédagogique, donc ça c'est la personne qui forme, alors ça peut être pour le pédagogue qui a conçu le système ou éventuellement un pédagogue qui a les mêmes compétences mais qui sait expliquer et débloquer la personne quand elle a un souci d'apprentissage. Et il faut qu'il y ait ces deux assistances et que la personne sache comment en fait contacter cette personne et puis derrière être assisté au bon moment. Il faudra aussi avoir toutes les informations pour l'apprenant sur les différentes activités pédagogiques qu'il va avoir à distance. Donc, lui expliquer quel type d'activité, sur quel sujet, et bien sûr leur donner ce qu'on appelle la durée pédagogique, c'est la durée moyenne estimée pour faire réaliser en fait cette activité pédagogique. Et autre point, il faudra que des évaluations jalonnent ou terminent l'action. Donc, ça peut être une évaluation en cours de formation ou une évaluation finale, dite évaluation sommatique. Donc, sur cette partie, on peut imaginer d'ailleurs que les évaluations pourraient servir d'éléments probants dans ce qu'on a vu précédemment, puisque ça pourrait être la preuve que la formation digitale a été réalisée. La personne a réalisé une évaluation de fin ou qu'elle a réalisé des évaluations au fur et à mesure, on peut les utiliser comme des éléments probants. Alors effectivement, sur les éléments probants, on aura peut-être un rôle qui sera joué par les prud'hommes à terme. Mais bon. Exactement. On imagine après qu'on aura peut-être des éléments qui vont être donnés par la loi ou éventuellement par une circulaire. On l'a déjà vu aussi. On pourrait imaginer aussi une circulaire de la DGEFP. C'est déjà vu. On n'en a pas par contre entendu parler. Après, point important que nous donne le décret, c'est comment on va conventionner, donc comment on va réaliser les conventions de formation. Là, pas de grands changements, puisqu'on nous rappelle ce que doit faire une convention. C'est une convention en fait pour un plan ou pour d'autres éléments financés par des fonds publics ou des fonds mutualisés. Donc en fait, la convention doit reprendre l'intitulé, l'objet, le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée, la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction. Vous voyez que ça change pas grand-chose. Ce qui disparaît, c'est la nature et la typologie, mais ça c'était déjà disparu par la loi. Donc en fait, il n'y aura plus l'obligation de la liste à l'après-vert, mais c'est pas le décret qui l'emmène, mais en fait c'était déjà la loi. Et bien sûr, il faut le prix et les modalités du règlement. On nous redit que les bons de commande et devis peuvent remplacer les. Là-dessus, pas de grand changement. Le décret reprend un peu ce qu'on avait l'habitude de voir. Là-dessus, pas de grand changement. Le décret reprend un peu ce qu'on avait l'habitude de voir. J'en profite pour répondre à la question de Sandrine qui me parle du parcours pédagogique demandant si on peut inclure un séminaire ou un colloque. Oui, puisque aujourd'hui, un séminaire et un colloque peut répondre à un objectif professionnel. Il faudra juste très précisément prouver, expliciter quel est l'objectif professionnel. C'est là-dessus, en fait, que ça change. Au lieu de parler, en fait, finalement, de l'objectif pédagogique, on ira plus parler, finalement, de l'objectif professionnel à atteindre. On ira surtout parler de la compétence à intégrer par le collaborateur. Petit point sur les formations hors temps de travail. On aura la possibilité d'intégrer donc des formations hors temps de travail dans nos plans pour ces 30 heures par an. Ça, c'est le rappel de la loi, puisque c'est déjà dans le texte de loi. Par contre, point important et que nous précise le décret, c'est qu'il faudra donner un délai de rétractation aux salariés. Donc, vous, en tant que service formation, vous devrez lui demander un accord formalisé si vous voulez lui faire du hors-temps de travail, sachant que pour rappel, il ne sera pas rémunéré pendant ce temps-là. En plus, il n'y a plus d'allocation formation. Dans ces cas-là, le salarié vous donne son accord formalisé et après cet accord formalisé, il a le droit à un délai de rétractation de 8 jours qu'il doit vous envoyer par écrit si, par exemple, il changeait d'avis. C'est pour les services formation qui auraient été un peu trop insistants et un peu trop motivés au sujet et qui n'auraient pas trop laissé sa liberté aux salariés.
Rappelons que par contre, vous pouvez augmenter le nombre d'heures hein, si vous avez un accord d'entreprise ou un accord de branche. Cette disposition, à mon avis, elle sert pour deux choses. Si vous faites beaucoup de formations digitales, pour vous enlever le sujet du hors-temps de travail, et également si vous avez des formations qui se font le week-end, quand vous avez des problèmes de récupération sur des formations longues, ça peut être des outils utilisés. Donc voilà en fait les différents éléments. Je réponds juste à la question de Sophie. Après, on va aller voir, Christine va nous expliquer un peu ce qu'est la formation en situation de travail et ce que nous ont donné comme élément les décrets. Sophie me demande si on a des précisions sur la définition des formations obligatoires et non obligatoires. Non, mais on n'en attendait pas, en fait, Sophie, sur le sujet. Il n'y a pas de décret annoncé. En fait, la loi a très précisément dit qu'il fallait que ce soit des formations qui soient dans des textes internationaux, dans des éléments conventionnels ou dans des éléments réglementaires. Donc ça dépend maintenant, c'est à charge de chaque entreprise d'aller lister, en fait, quelles sont les formations obligatoires pour elle. Donc, l'État n'ira pas plus loin, à mon sens, et n'attendez pas une liste un jour de l'État. Ça rappelle les formations imputables. À l'époque, on n'a jamais eu cette liste. Donc, et parce que c'est différent d'une entreprise à l'autre. Vous dépendez d'un secteur, vous avez des métiers différents. Selon les métiers, il peut y avoir des obligations légales différentes. Selon les secteurs d'activité aussi, dans des accords conventionnels, il peut y en avoir en plus. Donc ça, c'est à charge de chaque service formation d'aller déterminer, et je sais que c'est un gros travail pour 2019, quelles sont les formations obligatoires, notamment en lien avec l'entretien professionnel. Oui, alors je rajouterais une petite chose, c'est qu'effectivement, c'est pas toujours simple de savoir dans son entreprise quelles sont les actions obligatoires, parce qu'on a une jolie définition, mais au-delà de cette définition, c'est vrai que il y a souvent beaucoup de questions qui se posent. Alors Béatrice demande si on peut intégrer du coaching. Oui, le coaching est aussi à notre sens intégré car répond à un objectif professionnel. Même réponse tout à l'heure que pour les conférences. Aujourd'hui, le coaching pourra être considéré comme un des éléments du parcours et vous n'aurez plus à le maquiller pour le faire financer par un OPCO. Les formations... Ouais. Vas-y, Christine. Je voyais la question suivante. Les formations obligatoires ne comprennent donc pas les formations hors réglementaires nécessaires pour occuper un poste. Ah non, ça c'est de la formation, c'est de l'adaptation au poste de travail. Hein. S'il n'y a pas de texte légal, international ou réglementaire, ce n'est pas une action de formation obligatoire. D'accord? Donc il y a des secteurs d'activité où il y a beaucoup de formations obligatoires. Alors ça, c'est compliqué pour ces secteurs-là, parce que quand, par exemple, dans le transport, on a 80% de son plan sur des formations obligatoires, eh bien, donc vous voyez, là, le permis de conduire, par exemple, ça relève d'un texte, hein, donc c'est vraiment une formation obligatoire. Eh bien, c'est compliqué parce que il faut, pour l'entretien professionnel hein, qui repose sur la formation obligatoire, là, il n'y a pas eu de changement dans les décrets, eh bien, il faudra en rajouter. Après, vous avez des branches où il y a très peu de formation obligatoire. Donc là, je veux dire, la formation indispensable hein, ou nécessaire pour occuper un poste de travail, pour moi, c'est une formation d'adaptation. Hein, et ça ne rentre pas dans la formation obligatoire s'il n'y a pas de texte international, légal ou réglementaire. Donc voilà, il faut aller à la pêche au... Tu nous parles un peu de la FEST, de la formation en situation de travail, pas la fête. Hein. Donc c'est le dernier né, on va dire, hein, ou le bébé de cette réforme. Ça a déjà existé, hein, c'est les formations en situation de travail. Mais elles étaient un peu tombées en désuétude. En fait, pour notre ministre, c'est important puisque les formations en situation de travail sont les formations qui, notamment dans les TPE, PME, sont réalisées parce qu'un salarié qui arrive, on ne l'envoie pas forcément en formation, mais il y a quelqu'un de l'entreprise qui va l'aider à prendre en charge, on va dire, son poste. Et souvent, c'est très bien fait, sauf que la plupart du temps, ce n'est pas tracé. Alors là, avec cette réforme, on n'a pas une vraie définition de la situation de la formation en situation de travail, mais il faut rappeler qu'il y a eu de nombreuses expériences qui ont été faites, hein, dont on a dégagé un certain nombre de choses.
On attendait un décret, on a le décret. Vous allez voir que bon, c'est pas un décret qui va tout nous résoudre, hein, et que derrière ce décret que l'on va voir ensemble, j'aurais voulu avoir la page précédente. Quand vous regardez le décret, que nous dit ce décret? Que la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail nécessite l'analyse de l'activité de travail, pour le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a avant tout une phase de réflexion. Hein. Je réfléchis à ce que je veux transmettre, hein, et à ce que je veux et à l'objectif, hein, de la transmission du savoir, savoir-faire ou savoir-être à ce salarié qui soit prend un nouveau poste en main ou soit arrive dans notre entreprise. La formation en situation de travail, point 2 du décret, nécessite la désignation préalable d'un formateur qui peut aussi être un tuteur. Donc ici, on est à cheval, c'est pas du tutorat, la FEST, hein, c'est proche, mais ça n'en est pas. C'est pas non plus de la formation, c'est à la fois de la formation et du tutorat. Hein, donc, nécessité d'un formateur tuteur. Et la mise en place de phases réflexives, c'est-à-dire que dans la FEST, on va avoir « je fais faire à mon apprenant », on débriefe, on regarde ce qui a été bien fait, on regarde ce qui a été mal fait, on recommence, hein, de manière à arriver à la compétence. Et des évaluations spécifiques des acquis de la formation, là encore, qui jalonnent ou terminent l'action. Donc, soit plusieurs, on découpe cette mise en situation de travail en plusieurs morceaux ou on va directement au bout. Alors, le décret aussi précise ce qu'il entend par phase réflexive de la FEST. Les phases réflexives ont pour objet d'utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on analyse en haut et puis ensuite on met en face. Elles doivent permettre d'observer, d'analyser les écarts, ce que je vous disais. Je fais faire, j'analyse, je débriefe, je refais faire, si besoin est, entre les réalisations et les acquis de chaque mise en situation, hein, de manière à consolider ou expliciter les apprentissages. Et les phases sont distinctes des mises en situation de travail, hein, c'est-à-dire que là, c'est la phase de répétition. Donc, Christine, je te coupe juste 2 secondes pour répondre à Marion Mondrieux, mais je ne sais pas si elle est peut-être déjà partie, qui voulait savoir si elle aura le support. Oui, elle aura le support à la sortie. Donc, pour ceux qui malheureusement doivent nous quitter parce qu'on n'a pas, ils ont une autre réunion aussi, vous aurez le support et vous pouvez même regarder le webinar, enfin, la classe virtuelle en replay, puisque ça sera sur le site d'Alicia. N'hésitez pas. Je suis désolée, je te laisse reprendre et refaire la fête. Où est-ce que j'en étais sur la FEST? Oui, par contre, ce que ne nous donnent pas ces 2 décrets, hein, malheureusement, c'est la manière dont on va tracer la FEST. Donc, ces documents vont être à créer, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une méthodologie, hein, de la même manière qu'on a éventuellement un petit guide du tuteur. Eh bien, il faudra avoir une méthode d'analyse de la FEST avec les documents qu'ils auront à voir et que chaque entreprise créera. Je pense qu'il faudra bien analyser d'abord un document d'analyse de la situation de travail et d'expression des objectifs à atteindre, et puis ensuite un document qui permettra aussi de tracer, hein, que la FEST a bien eu lieu et que l'objectif a bien été atteint. Donc ça sera à construire. Les décrets ne nous donnent pas d'indication sur ce point-là. Hein. Ils nous donnent les 4 phases, mais pas beaucoup plus. Par contre, sur la FEST, il est d'abord intéressant de voir sur quels outils vous voudriez l'utiliser, enfin dans quelles actions ça pourrait vous servir. Nous, on a commencé on a créé un diagnostic FEST et qu'on a utilisé chez certains de nos clients, et on se rend compte qu'au final, il y a plein d'utilisations possibles de la FEST, que ça soit en intégration, bien sûr, ça nous paraît évident, mais aussi quand on veut monter en compétence un collaborateur, utiliser de la polyvalence, quand derrière, à un moment, il y a quelqu'un qui revient sur le poste et qui a des choses oubliées.
Donc, en fait, je vous conseille très fortement en 2019, début 2019, pour vos plans, d'aller diagnostiquer déjà toutes les fesses que vous pourriez faire. En étudiant, vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'il y a plein de choses informelles. Nous, quand on a fait le diagnostic chez beaucoup de nos clients, on a été étonnés par tout ce qui existe déjà et qui finalement, il va falloir retracer, parce que vos questions demandent s'il faudrait une traçabilité. Oui, la problématique de la fesse, ce sera de faire de la traçabilité, de bien suivre en fait quand est-ce qu'elles ont lieu. Donc, c'est que vos managers, tuteurs, si c'est eux qui sont les formateurs, derrière devront bien suivre une trame, déjà la tracer au départ avec un programme établi, enfin surtout une analyse, comme le disait Christine, du sujet et puis de l'activité, et ensuite bien tracer les différentes phases réflexives avec justement quand est-ce qu'elles ont eu lieu, est-ce que derrière la personne a acquis, est-ce qu'elle a acquis en totalité et jusqu'à la fin, est-ce qu'à la fin elle a l'acquis total de la compétence. Donc forcément derrière, il y a un gros travail de traçabilité de mise en place, de créer un outil de traçabilité aussi identique pour tout le monde, et après de récupérer ces outils. Donc il y aura un vrai outil de suivi pour l'avoir, mais après vous pouvez l'intégrer au plan de développement des compétences. Et sujet intéressant aussi à mon avis, vous pouvez le décompter comme une action de formation pour l'entretien professionnel. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que ça va nécessiter aussi du travail de votre côté. Donc pour formaliser, pour trouver ces situations, les formaliser, et ensuite trouver les formateurs tuteurs adéquats qui vont donc accompagner ces mises en situation de travail. Mais bon, ça fait partie un petit peu, c'est parallèle, on va dire, à la formation interne développée dans vos entreprises. Petite question qui avait été posée par Céline, est-ce que le formateur est nécessairement un formateur interne? C'est vrai que ça a été conçu pour être un formateur interne. Normalement, l'idée, c'est que ça soit fait par un interne, mais c'est pas spécifié dans la loi. Donc, on pourrait imaginer qu'il peut y avoir de temps en temps des formations formateurs externes. Alors, donc Céline, qu'est-ce qui change au niveau des bilans de compétences? Donc, on a eu des décrets là-dessus. D'ailleurs, on ne voit pas trop ce qui change dans les décrets, mais ça a été réécrit. Je pense qu'en fait, c'est surtout que les 3 phases ont été réécrites pour rappeler un peu aux opérateurs qui doivent faire que c'est pas juste aller boire un café avec une personne et qu'il y a vraiment un vrai travail, que ce soit en phase préliminaire, en phase d'investigation et en phase de conclusion. Donc, ça rappelle un peu aux différents opérateurs, enfin, aux différents prestataires de bilan de compétences que derrière, ils doivent bien réfléchir à la demande, individualiser la chose, bien aller valider la pertinence des projets, voir plusieurs alternatives, et surtout en conclusion, donner un vrai rapport qui permet d'aiguiller le bénéficiaire. Donc c'est vrai que ça réinsiste un peu sur le sujet, ça redonne certaines règles disant que par exemple un prestataire de bilan de compétences ne peut pas faire des bilans pour ses propres salariés, que si d'ailleurs on est dans une grande structure, qui a une structure de bilan, il faut vraiment que les services soient séparés. Et surtout, ça réinsiste, mais ça, c'est un lien avec la RGPD, avec le fait que le prestataire doit détruire en fait tous les documents dès que le bilan est terminé, ce que malheureusement les gens ne font pas nécessairement. Donc, ça veut dire après, par contre, que le collaborateur qui viendra le redemander quelques temps après, il ne pourra pas le récupérer. Donc, résultat, forcément, il ne pourra pas le faire. Alors, c'est ce que dit Hortense, c'est comment derrière, après, il pourra faire le SAV. Non, ça veut dire qu'il doit avoir la preuve qu'il a donné les résultats à la personne. Et après, derrière, c'est à la personne qui a fait le bilan de le conserver et après d'en faire ce qu'elle veut. Mais donc, le centre de bilan de compétences n'est pas chargé de garder en fait les résultats du bilan. Sur les conditions de conventionnement du bilan, on nous redonne des conditions, mais si la formation est financée au titre du plan de développement des compétences ou en congé de reclassement, on nous remet les modalités, mais ça n'a rien de très particulier sur le sujet. On réinsiste juste sur la remise des résultats détaillés et du document de synthèse, parce que certains organismes commencent à oublier ou l'un ou l'autre, donc ça rappelle un peu les règles. Et on dit que le salarié a un délai de 10 jours pour derrière transmettre son projet de convention à l'employeur pour savoir s'il est d'accord ou pas, et que l'absence de réponse vaut refus. Petit point par contre important pour vos plans et que beaucoup n'ont pas compris, le congé de bilan de compétences est abrogé. Donc en fait, autant existe le congé de VAE, autant le congé de bilan de compétences n'existera plus et ne sera plus financé par les CPIR qui remplacent les congés CIF. Donc n'allez plus demander un congé de bilan de compétences. Le seul moyen pour faire un bilan de compétences aujourd'hui, c'est en rémunération par l'employeur ou éventuellement sur le temps libre du collaborateur.
Oui, Marion, le bilan de compétences est finançable par le compte personnel de formation. L'individu pourra le financer en totalité s'il a la cagnotte qui va avec. Petit point par contre, Christine, sur que pourra prendre en charge un OPCO s'il gère le plan de développement des compétences des moins de 50. Peux-tu nous dire en gros ce qu'il va prendre en charge? Ils vont gérer les plans de développement des compétences des moins de 50. Hein, c'est une de leurs missions. Ils ont une section financière qui est complètement consacrée. Et comme on voit, comme vous le voyez, il va prendre en charge la totalité de l'action, c'est-à-dire à la fois le coût pédagogique, la rémunération du salarié, les charges sociales, légales et conventionnelles, dans la limite, par contre, limitée au SMIC, hein, et il prendra en charge aussi les frais annexes, transport, restauration, hébergement et frais de garde, si il y a des heures hors temps de travail. Alors, les priorités et les critères et les conditions de prise en charge seront, alors ça c'est la manière de fonctionner des anciens OPCA et que ça sera réitéré par les nouveaux OPCO, seront fixés par le conseil d'administration des OPCO. Donc, il faudra quand même bien faire attention, c'est pas forcément votre plan, mais il y aura des priorités et certaines actions de vos plans pourront être prises en charge sans problème par les OPCO, d'autres seront peut-être moins prioritaires. Et puis, l'OPCO pourra aussi prendre en charge le complément de la PROA que l'on va voir, ensuite. Hein, puisque, comme on l'a vu, enfin, comme vous l'avez su dans le cadre de la loi, la PROA remplace la période de professionnalisation. D'accord? Mais ne prend pas forcément tous les coûts en charge. Donc, dans ce cas-là, pour les moins de 50, l'OPCO pourrait compléter. Et donc, il y a une question de Catherine par rapport pour revenir sur le bilan de compétences, juste demander si l'employeur doit juste autoriser l'absence. Autoriser l'absence si le salarié, il accepte que ça soit sur la rémunération du salarié, mais aussi éventuellement payer le bilan de compétences au titre du plan de développement. Donc, c'est les deux qui sont à voir avec l'employeur. Ça dépend de la demande du salarié, bien entendu. Oui. Excuse-moi, Christine. Tout à fait. Je vais te repasser la parole hein, pour nous expliquer un petit peu comment, par quoi sont remplacées donc les périodes de professionnalisation hein, et donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse PROA et ce qu'apporte notamment pas trop vite. Ne vous réjouissez pas trop vite. Malheureusement, la PROA ne ressemble pas à la période de professionnalisation. La ministre nous avait promis que ça remplacerait la période de professionnalisation. C'est pas réellement, en fait, le même dispositif. Déjà, alors, très clairement, c'est un dispositif, par contre, qui est pour vos salariés en CDI dans l'entreprise. Donc, c'est pour des salariés que vous avez déjà dans votre entreprise. Ces salariés, vous voulez les faire changer de métier ou de profession, ou par hasard, vous voulez leur donner une promotion. Le texte dit une promotion sociale ou professionnelle. Dans ces cas-là, en fait, c'est avec la possibilité d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou éventuellement identique à celui qu'ils détiennent. Dans ces cas-là, en fait, vous allez les envoyer en période d'alternance. Ce qui veut dire que vous allez tout de suite les mettre dans le nouveau poste, un peu comme un alternant, dans le nouveau poste que vous avez prévu de leur donner. Vous allez les envoyer en formation, donc ça va être une alternance, alors pas forcément mi-temps, mais une partie du temps en formation, une partie du temps sur le nouveau poste qu'ils occupent. Et donc, en fait, ils vont partir en formation. Pour ce faire, vous êtes obligé de faire une petite partie administrative, vous êtes obligé de signer un avenant au contrat de travail et donc vous vous engagez en fait sur éventuellement le poste. Alors ça, la loi ne le dit pas, mais il dit que vous devez signer un avenant au contrat de travail. On imagine bien que dans cet avenant au contrat de travail, il y a l'explication du nouveau poste que la personne va atteindre, peut-être aussi les éléments de comment il le gardera s'il a la formation ou s'il l'a pas, s'il a l'action. Ça ne peut pas se faire sur n'importe quelle action de formation. Le maximum que vous puissiez faire, c'est une formation de niveau licence. Donc, oubliez les Master 1, les Master 2 et les MBA. Vous ne pourrez faire au maximum qu'une licence. Par contre, un salarié qui a déjà une licence et voudra en faire une autre peut le faire. Autrement, sur les modalités, ça ressemble, et d'ailleurs la loi le dit clairement, ça sera géré comme un contrat de professionnalisation. C'est juste pas les mêmes bénéficiaires. Parce qu'un contrat de professionnalisation, c'est quelqu'un qui intègre votre société, alors que là, vous allez être sur un salarié qui est déjà chez vous.
Mais autrement, ce sera pareil qu'un contrat de professionnalisation. Et donc, vous aurez aussi un tuteur que vous devrez nommer et qui devra suivre ce salarié. Et bien entendu, par contre, sur la rémunération, il n'y aura pas de prise en charge de rémunération. Je réponds à la question de Christine en parallèle, puisque la rémunération, vous laissez la rémunération au salarié qu'il avait déjà. Donc, c'est un alternant qui vous coûte assez cher, hein, puisque, il n'est pas là une partie du temps parce qu'il est en formation, et en plus, vous le payez au tarif qu'il avait déjà en termes de rémunération, en payant ses charges, bien entendu, aussi. Point important aussi sur cette action de reconversion, vous voyez bien que ça ne peut pas être pour un même poste que ce que la personne occupe, hein. Il faut que ça soit une formation pour un changement de métier ou un changement de profession. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même outil en fait que ce qu'on avait l'habitude d'avoir en période de professionnalisation. En général, on finançait beaucoup des formations longue durée de haut niveau. On finançait également des formations en fait de salariés qui étaient dans leur poste à qui on donnait une formation. Là, vous voyez qu'on est sur des changements de poste du salarié. C'est vraiment, comme se dit son nom, une action de reconversion ou de promotion. Donc, c'est pas pour les mêmes publics. Non, puis c'est... Et là, sur les modalités de déroulement, vous allez retrouver exactement, le décret nous donne exactement les mêmes choses que le contrat de pro, hein. Les modalités, c'est des formations entre 6 et 12 mois. Je ne vais pas préciser forcément des formations du RNCP, du Registre national de la certification professionnelle, ce qui s'en change aussi par rapport à la période de pro, hein, où vous êtes de temps en temps des formations inscrites au répertoire spécifique, donc de courte durée. Là, on est sur des formations où derrière, il y a au moins 15%, entre 15 et 25% qui sont de la formation, au minimum 150 heures, c'est exactement la même chose que le contrat de pro, et vous n'avez pas le droit de faire signer une clause de dédit sur ce type d'action. C'est écrit très clairement dans la loi. Sur les prises en charge, c'est l'OPCO qui définira, par contre, qui définira les frais pédagogiques, les frais de transport et les frais d'hébergement, donc pas du tout de frais de rémunération, hein, Catherine. Et le montant minimum légal, il va vous rappeler quelque chose, c'est les fameux 9,15 € qu'on utilise aussi déjà sur le contrat de professionnalisation. Vous voyez que c'est deux dispositifs très proches, juste pour des publics différents. Et il nous a aussi été donné dans le décret des éléments sur les prises en charge tutorales. Les tutorales, ça va vous rappeler aussi la même chose, hein, c'est 230 € par mois et par salarié pour une durée maximale de 6 mois et une petite majoration pour le tuteur s'il a plus de 45 ans et s'il accompagne une personne éloignée de l'emploi. Donc ça, c'est pour toutes les formations tutorales. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'action de reconversion. Je propose qu'on passe au CPF, au compte personnel de formation, et que Christine, tu nous dises ce qu'on a appris de plus dans les décrets avec le CPF. Bon, peut-être juste nous rappeler les 3 types. Voilà. Alors d'abord, je vous rappelle qu'on est face à 3 types de CPF. Ça n'a pas du tout bougé. Ce qui va être un petit peu précisé, c'est le service dématérialisé qui va nous être proposé par la Caisse des dépôts et consignations, tout en renvoyant aux conditions générales d'utilisation qui seront fixées par la Caisse des dépôts. Donc vous allez voir que bon, sur le CPF qu'on appelle nous le CPF individuel, hein, je rappelle que c'est pas dans les textes le CPF individuel, mais c'est celui qui est complètement dans la main de l'individu, d'accord. Le service dématérialisé sera probablement ouvert en octobre 2019. Donc, en attendant, les décrets ont prévu donc et ont laissé la main aux OPCO donc pour prendre en charge et financer les CPF individuels. Ce service dématérialisé, il y aura toujours une information sur les droits qui devront être donnés, notamment lors de l'entretien professionnel. Dans les décrets, sélection donc des formations, inscription et suivi par les organismes de formation et l'alimentation du CPF, donc qui sera faite par le biais de la DSN. Alors le décret confirme ce qu'on vous avait déjà dit lors de la présentation de la loi, hein. On avait dit c'est quelque chose qui a été acté par notre ministre, donc ça sera repris par un décret, donc c'est chose faite. 500 € annuels pour un salarié lambda, on va l'appeler comme ça, et 800 € pour les salariés de niveau inférieur au niveau 5, hein, donc ni CAP ni BEP, comment je veux dire, plafonné à 8 000 €.
Alors, même chose, hein, les cas particuliers sont confirmés, ça c'est des choses qu'on vous avait déjà dit puisque c'était quasiment acté, mais maintenant c'est vraiment acté et ce que dit le décret, c'est que l'alimentation quand elle se fait au prorata, elle est arrondie au centime d'euro supérieur. Et pour les salariés au forfait annuel en jours, le nombre de jours de référence pour le calcul de l'alimentation du compte, c'est le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours. Le CPF des non-salariés, lui aussi, est fixé à 500 € par an avec un plafond de 5 000 € au prorata temporis de son activité dans l'année. Pour un travailleur pluriactif, on a l'application d'un montant d'alimentation annuel et un plafond le plus favorable. Et puis pour le travailleur accueilli dans un ESAT, lui c'est comme pour le travailleur de bas niveau, donc on lui met un CPF et à 800 € par année d'admission avec un plafond de 8 000 €. Attention, je vous fais remarquer, ce ne sont pas tous les travailleurs handicapés, ce sont les travailleurs handicapés accueillis uniquement dans des ESAT. Donc Hortense, Christine a répondu à la question. Non, c'est pas pour tous les travailleurs handicapés, malheureusement. Ça aurait été une très bonne idée. Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas allés au bout de la chose, mais il faut que le travailleur handicapé soit dans un ESAT. Alors ensuite, parmi les points apportés par les décrets concernant le CPF, on a la conversion donc en euros à hauteur de 15 € par heure. Bon, bah ça c'est déjà, souvent ça a déjà été, on vous l'avait déjà dit, puisque on le sait à peu près depuis, je crois, fin octobre. Donc c'est entré en vigueur au 1er janvier 2019. A priori, en ce moment, si vous allez sur les comptes CPF, vous risquez d'avoir le double, à la fois votre compte en heures et aussi votre compte en euros. Il semblerait que le compte uniquement en euros n'interviendra qu'en mars, une fois que les heures, enfin que les heures de 2018 auront été intégrées. Bon, il semblerait qu'en ce moment ça cafouille un peu. Après, les OPCA, eux, ils prennent en heures, ils prennent en euros. Enfin, tout ça est un peu. Attendez-vous à un peu peut-être de. Je ne veux pas dire du cafouillage, mais enfin des choses qui soient peut-être différentes d'un OPCO à l'autre. Mais donc les 15... Christine, je t'arrête juste pour répondre à la question d'Hortense qui demande si c'est des heures TTC. Et oui, c'est des heures TTC, ce qui veut dire que ça donne pas beaucoup en termes de montant. Parmi donc les autres choses, eh bien c'est la monétarisation aussi des compteurs C2P, c'est-à-dire le compte professionnel de prévention et du compte engagement citoyen. Pour le compte professionnel de prévention, eh bien vous savez que, je veux dire, les travaux, la pénibilité donne des points. Ces points sont évalués à 375 € le point. Donc voilà, il y aura là aussi une conversion et je vous rappelle que les 20 premiers points d'un compte professionnel de prévention sont obligatoirement utilisés pour financer des actions de formation. Les points suivants pourront être utilisés pour partir en retraite plus tôt, mais les principaux premiers, donc avec 20, vous voyez, ça donne environ 7 500 € de volume pour pouvoir financer une formation qui serait de reconversion. Concernant le compte engagement citoyen, la conversion des heures qui sont plafonnées à 20 heures, eh bien c'est 12 €. Donc c'est un plafond de 720 €. Après pour le reste, ça n'a pas changé. Alors après aussi, les décrets prévoient des abonnements complémentaires de CPF. Alors et la manière dont ils vont avoir lieu. Donc on peut avoir des abondements parce que il y a un accord d'entreprise, de groupe ou de branche. Bon, c'est les abondements aujourd'hui. Personnellement, moi, si j'étais aux manettes en entreprise, je ne me lancerai pas dessus pour l'instant, tout au moins. C'est l'abondement général, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui décide que 500 € de CPF pour leurs salariés, ce n'est pas suffisant, qui décide de porter le montant, par exemple, à 700 € par an. Eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise versera tous les ans
à la Caisse des dépôts et consignations, à l'OPCO en 2019, puisqu'on n'est pas encore, la Caisse des dépôts ne sera pas encore en capacité de les recevoir, eh bien, ces sommes, avec, en général, pour qu'ils soient ensuite intégrés dans le compte du salarié. Alors, pourquoi je dis que moi, personnellement, je ne le ferai pas pour l'instant? Parce que si vos salariés n'utilisent pas leur CPF, eh bien, ça sera, c'est un peu d'argent perdu, alors qu'on peut abonder aussi au cas par cas. Ensuite, on a toujours l'abondement correctif suite à l'entretien professionnel. Alors, celui retenu, c'est celle de 3 000 €, soit parce que les entretiens professionnels n'ont pas d'euros, eh bien, la somme qui a été retenue, c'est celle de 3 000 €, soit parce que les entretiens professionnels n'ont pas eu lieu, soit parce que l'entretien récapitulatif n'a pas été fait, ou soit parce que le salarié n'a pas bénéficié d'une action non obligatoire au cours des 6 dernières années. Et voilà, donc ça c'est malheureusement confirmé. Donc attention, dans les entreprises, on n'avait pas, notamment en 2016, on n'avait pas réalisé les entretiens professionnels. Normalement, les 3 000 € sont dus. Et elles seront là aussi versées directement à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, Christine, je t'arrête tout de suite parce que Sylvie a posé une question sur le sujet. Doit-on payer les 3 000 € si seulement un entretien aura été fait sur les 3? Christine a un peu répondu à la réponse aujourd'hui du ministère et que si vous n'avez pas respecté les règles légales, vous êtes soumis aux 3 000 €. On verra peut-être qu'après, il y aura des aménagements, mais pour l'instant, le droit ne l'a pas fait. Et faudra décider, vous, en tant qu'entreprise, si vous n'êtes pas dans les clous, de si vous allez faire ou pas, si vous allez vous dénoncer auprès de la CDC, parce que c'est vous qui devrez, auprès de la CDC, vous dénoncer et aller faire l'action d'aller dire que pour tel salarié, vous avez 3 000 € à payer. Là, je sens que tout le monde est en train de se dire, on le fera jamais. Sauf que derrière, si vous avez une inspection du travail ou un contrôle URSSAF derrière, il faut savoir que vous risquez, si vous ne l'avez pas fait, d'avoir 6 000 € à payer. 3 000 € vous serez obligé de donner à la CDC et 3 000 € vous serez obligé de donner à l'État en termes de pénalité. Donc, en fait, c'est une mesure de risque par l'entreprise de décider si on dénonce ou pas pour les salariés qui ne sont pas dans les clous. Et par contre, dès que vous dénoncerez, il faudra par contre aller faire le paiement pour les 3 000 € multiplié par le nombre de salariés que vous aurez cités. Voilà. Alors, il y a aussi un abondement pour tous les salariés licenciés suite à un refus de modification de leur contrat de travail qui résulte de l'application d'un accord de performance collective. Vous savez, quand on modifie les contrats de travail, les salariés peuvent préférer être licenciés. Dans ce cas-là, la somme de 3 000 € doit être versée à la CDC dans les 15 jours calendaires qui suivent la notification du licenciement. Et ça va aller alimenter, là aussi, directement le compte du salarié. Autre abondement, celui des victimes d'un accident, d'une maladie d'origine professionnelle. Là, cet abondement-là, il est assumé par la CNAMS et il est de 7 500 € financé par la CNAMS. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, ça. Je trouve que c'est intéressant et c'est des gens qui sont en précarité. Donc. Du salarié. Christine, il y a une question de Sandrine qui demande quid des 3 900 € pour les temps partiels. Cette partie-là, elle a complètement disparu, elle a été supprimée du Code du travail. Donc, l'abondance sera de 3 000 € pour eux également, comme pour les autres. Voilà, il n'y a plus de dérogation, ce qui est un peu logique aussi. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Alors ensuite, parmi les autres modifications, donc on a l'autorisation d'absence, on a précisé les conditions de la demande d'autorisation d'absence auprès de l'employeur pour mettre en œuvre un CPF sur le temps de travail. Donc la demande doit avoir lieu 60 jours calendaires avant le début de l'action en cas de durée d'une action inférieure à 6 mois ou 120 jours calendaires pour toutes les autres. L'entreprise, et attention, ça c'est à vous d'y faire très attention, donc a toujours 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour répondre positivement ou négativement. Et si on oublie, eh bien, ça vaut acceptation. Et donc, le CPF pourra avoir lieu sur le temps de travail. Bon, ça, il n'y a pas tellement de choses. Je crois que c'est clair, sauf si vous avez des questions. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors,
Ensuite, la gestion du CPF par la Caisse des dépôts, donc on a pas mal d'informations là-dessus. Les versements, la France Compétences versera tous les trimestres de l'argent à la Caisse des dépôts, d'accord, sauf pour les travailleurs indépendants. Les modalités de financement des actions, la Caisse des dépôts utilisera les droits CPF et les abondements qui figureront dans le compte, hein, et éventuellement des frais de formation pourront être à la charge du titulaire si le compte n'est pas suffisant pour financer l'action de formation choisie. Ensuite, c'est les procédures. La Caisse des dépôts procède au règlement des organismes après réception des informations nécessaires au débit des droits CPF, et ça sera précisé par les conditions générales d'utilisation, donc que l'on aura, qui seront fixées par la CDC. Donc on n'a pas encore exactement ce que ce sera, ce qui devra être fourni par les OF. Après, vous avez, je pense qu'on peut passer peut-être un peu vite là-dessus, des actions en cas de manquement, de suspension, soit du prestataire, soit du titulaire du compte, si jamais on s'aperçoit qu'il y avait fraude. Et puis, des petites précisions aussi sur la gestion administrative, comptable et financière du CPF. Ça, c'est plutôt interne CDC France Compétences. Donc, voilà. Donc, les éléments qui sont fixés par les conditions générales du service dématérialisé, donc on aura une précision plus ample au mois d'octobre. Normalement, nous donnerons les délais, les modalités de versement du reste à charge par le titulaire. L'information nécessaire à fournir à l'OF pour le débit des droits, la vérification du service fait et le paiement par la CDC de l'OF. Les engagements souscrits par les titulaires des comptes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les engagements souscrits par les organismes de formation auprès de la CDC, la procédure contradictoire en cas de manquement et la procédure contradictoire en cas de manquement du titulaire. Alors, le décret nous confirme donc les actions éligibles au CPF et précise les conditions d'éligibilité des bilans de compétences, avec sur le site de la CDC qui va préciser la possibilité donc à la personne qui veut mettre en œuvre un bilan de compétences de s'adresser préalablement à un CEP. Ça, c'est pas énorme. Pour le code le permis de conduire, à la fois le code et l'épreuve pratique, il faut, et ça c'est un peu comme c'était déjà avant, que le permis contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou favorise la sécurisation du parcours professionnel du titulaire. Donc, il y a un objectif au permis, c'est pas simplement je passe le permis pour passer le permis. Et non, on ne peut pas obtenir l'utilisation de son CPF si le permis a été suspendu ou interdit parce que l'intéressé, par exemple, a perdu. Et puis, entre autres, l'auto-école doit être un organisme déclaré. Ensuite, vous avez donc les actions de formation d'accompagnement pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise. C'est un peu ce qui existait déjà avant. Il faut qu'il y ait l'OF soit un vrai OF avec une déclaration d'activité et soit accepté par l'opérateur, donc normalement qu'il faut qu'il soit certifié. Mais ça, c'est un peu comme pour tous les prestataires d'actions éligibles au CPF, ça nécessitera, aujourd'hui c'est Datadoc ou certification, en 2021, ça sera, ces prestataires devront avoir la nouvelle certification qui sortira bientôt. Alors Hortense nous dit que certains codes ont changé et que c'est difficile de les retrouver. Oui, mais c'est normal, Hortense, parce qu'en fait, ils sont en train de remettre à jour puisque les listes ont disparu. Donc, en fait, aujourd'hui, le titulaire du CPF a le droit de faire tous les répertoires du RNCP et toutes les formations inscrites à l'inventaire, enfin, au répertoire spécifique. Et donc, en fait, résultat, ils sont en train de faire une cohérence des codes, puisqu'il y avait des codes différents, par exemple, quand vous étiez dans une liste régionale, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé les codes. Donc, oui, il va y avoir un peu de mouvance sur le compte,
faut imaginer qu'il y a encore plus de mouvance dans les mois à venir, puisque déjà il va y avoir le transfert. Là, pour l'instant, en fait, c'est juste une opération de vision. Ils ont mis un nouveau champ pour transposer les heures en montant, mais c'est pas encore réel dans l'outil. Donc, en fait, tout l'outil est en construction et la plateforme est en train d'être revisitée totalement. Donc, attendez-vous à ce qu'à chaque fois que vous vous connectiez ces prochains temps sur la plateforme, vous allez avoir des changements, puisqu'en fait, elle est en grande mouvance. Et la vraie plateforme avec laquelle on sera en connexion avec les organismes, les paiements pourront se faire en direct et tout, elle n'existera qu'en octobre, elle est en vraie construction. Je te laisse juste terminer sur le LOCO. Est-ce que le LOCO va financer en 2019 et je prendrai le relais sur le CPF de transition? Donc, effectivement, bizarrement, on revient un petit peu en arrière. Donc, c'est pas les futures règles de prise en charge du CPF qui vont être assumées par les OPCO en 2019, mais plutôt les anciennes. Donc, les frais pédagogiques seront pris en charge sur les critères définis par l'OPCO. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, c'est un peu la zizanie, puisque les OPCO, certains prennent des heures, les autres prennent de l'argent, les autres font un mixte, enfin, les autres mettent des plafonds. Enfin bon, donc ça, c'est votre OPCO qui sera concerné. Et les OPCO ont encore la possibilité de prendre en charge les rémunérations dans la limite de 50% du montant total pris en charge pour le financement de la formation. Donc ça, c'est aussi l'ancienne règle. Donc profitez-en en 2019. Ça sera peut-être plus le cas en 2020 quand on va passer via la Caisse des dépôts et consignations qui, en principe, ne prendront pas en charge les rémunérations dans le cadre du CPF. Mais de toute façon, la Caisse des dépôts, elle n'a aucun moyen d'abonder en plus. Elle n'a pas de fonds, elle n'a pas de fonds pour abonder en plus. Donc en fait, il n'y aura pas d'abondement de la rémunération. Par contre, on a laissé à l'OPCO le soin de pouvoir abonder. Donc, je te laisse la main, Céline, sur le CPF de transition qui remplace notre CIF. Exactement. Donc, le CIF a disparu le 31 au soir. Et en Ile-de-France, dès le 2 janvier, le CPF de transition a pris le relais. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des salariés qui sont venus vous en parler, mais dès le 2 janvier, en fait, on a pu au FONGECIF Ile-de-France aller récupérer les premiers dossiers. Je précise que pour tous ceux qui n'étaient pas liés au FONGECIF, vous l'êtes aujourd'hui, puisqu'en fait, le FONGECIF reprend toute la gestion des CPF de transition d'Île-de-France. Ça va avec c'est pareil ailleurs, l'UNIFAP, l'Uniformation, l'AFDA, qui étaient des OPACIF, n'ont plus la gestion en fait du CPF de transition. Il n'y a qu'une entité qui est devenue CPIR. Alors oui, ils préfèrent qu'on les appelle les CPIR parce que l'autre mot c'est CPIR. Et donc en fait, résultat, il n'y en a qu'une qui est devenue, c'est le FONGECIF Île-de-France. Donc si un de vos salariés aujourd'hui veut faire un CPF de transition, il faut l'envoyer vers le FONGECIF Île-de-France pour qu'il puisse aller récupérer les dossiers. Il y a déjà eu plus de 1000 dossiers demandés et il y a déjà les premiers dossiers qui reviennent. Donc, normalement, il devrait y avoir une commission début février, en fait, pour les premiers CPF de transition. Le FONGECIF Île-de-France a décidé d'aller très vite. Donc, en fait, les interlocuteurs de CPIR en région, c'est le FONGECIF Île-de-France et les autres FONGECIF pour les autres régions, si vous avez d'autres régions à gérer. Donc, alors à date, le FONGECIF régional n'accédait pas aux demandes de renseignement, sauf normalement en Ile-de-France, c'est le cas, parce que moi j'ai été au FONGECIF la semaine dernière intervenir auprès de tous les salariés en fait, et précédemment auprès du CODIR, etc. Et très clairement, en fait, le FONGECIF d'Île-de-France a lancé. Après, malheureusement, d'autres régions ne sont pas aussi à jour. Donc derrière, ils peuvent ne pas encore avoir géré. Il faut être très clair quand même, pour beaucoup de cas, ils ont eu les décrets le 28 décembre. Et c'est vrai que le FONGECIF Île-de-France s'est vraiment avancé parce que gérer des dossiers pour le 2 janvier, alors que les décrets sortis du 28 décembre, ils ont été extrêmement rapides sur la gestion. Alors, il faut reconnaître que les décrets, ils nous ont pas amené énormément de nouveautés. On va aller balayer les différents champs, mais on va le faire assez vite parce qu'en fait, ils ont tout réécrit. On se demande d'ailleurs pourquoi. Parce qu'en fait, au final, il n'y a pas grand changement sur la transposition entre un CIF et un CPF de transition. Le principal changement, à mon avis, c'est le fait que l'individu n'a pas le choix de donner sa cagnotte. Il faut savoir qu'un salarié qui voudra aller faire un CPF de transition, il sera obligé de donner sa cagnotte CPF en totalité. Il n'aura pas le droit de choisir juste une partie du montant, etc. Donc, ce sera d'office qu'on lui prendra sa cagnotte et la CPIR ira dire si elle veut aller cofinancer ou pas, en fait, le projet de ce collaborateur.
C'est là-dessus aussi qu'on a un petit changement et il est quand même d'importance, c'est vrai que je ne l'ai pas dit et il faut quand même que je le redise. Le CPF de transition est fait pour financer une reconversion ou une transition professionnelle. C'est-à-dire, c'est clairement dit dans la loi, c'est un changement de métier ou de profession. Ce qui veut dire que, par exemple, un comptable qui voudrait faire un BTS comptable pour aller valider ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne sera pas valide. Ce n'est pas un changement de métier, un changement de profession. Donc, on a quand même une fermeture du champ, un peu comme on l'a vu sur l'action de reconversion. Et bien, en fait, on l'a un peu sur le CPF de transition aussi. On peut imaginer que le champ du CPF de transition est moins vaste que celui, en fait, du congé individuel de formation. Et il y aura peut-être des dossiers refusés dus à ça. Oui, et sur les comptes. Je peux te simplement une petite précision là-dessus. En plus, ça ne serait pas simplement de changer de métier ou de profession. Il faut un métier ou une profession qui, au niveau économique, soit porteur. Hein. Donc, il y aura aussi le filtre, hein, puisque les missions sont données aux futurs CPIR, d'analyser le contexte économique ambiant hein, pour savoir quels vont être les métiers porteurs. Donc, on peut imaginer que quelqu'un qui voudrait se reconvertir vers un métier où bon, qui n'est pas très porteur, eh bien, son CPF ne serait pas retenu. Exactement. Donc, on voit que ça peut être limitatif. Après, ça dépendra aussi des fonds qu'ils ont. Hein. S'ils ont beaucoup de fonds, ils seront plus ouverts, comme c'était le cas aujourd'hui. Si derrière, ils en ont moins, eh bien, malheureusement, ils ouvriront moins de dossiers. Sur les conditions d'ancienneté, pas grand changement. Si vous regardez, en fait, les décrets n'ont rien changé par rapport à la loi. Un petit rappel, par contre, la loi avait dit qu'il n'y aurait pas d'ancienneté minimale pour les travailleurs handicapés et pour les salariés ayant changé d'emploi pour cause de licenciement économique ou pour inaptitude. Donc ça reste vrai, mais autrement, on est dans les mêmes conditions d'ancienneté que précédemment hein, pour un CDI, 24 mois consécutifs, dont 12 mois dans l'entreprise. Ça ne changera pas énormément la donne. On a une petite précision qui nous dit que dans les 4 mois pour le CDD, derrière, on ne prendra pas une partie des contrats, bon, ce qui était déjà fait précédemment, mais ce n'était pas si bien précisé dans la loi. De temps en temps, en fait, le fait de réécrire la loi l'a un peu reprécisé. Sur la demande d'autorisation, on est sur les mêmes délais. En fait, on n'a pas changé. Il faut que je demande mon autorisation 120 jours avant le début de la formation pour des formations de plus de 6 mois et 60 jours pour des formations courtes ou des formations à temps partiel. Et derrière, il faut que j'ai tous ces éléments dans la mention obligatoire de la demande. C'est pareil, ça n'a pas bougé par rapport à ce que c'était aujourd'hui. La réponse de l'employeur, elle doit se faire par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande et indiquer les motifs de refus et de rejet. Et si elle n'a pas été faite dans les temps, en fait, l'autorisation de congé est acquise de plein droit. Ça simplifiera un peu pour les salariés. C'est mieux écrit, je trouve, que c'était précédemment. Sur les causes valides de refus, en fait, on n'a pas tellement changé. D'ailleurs, il y a un petit oubli dans l'écrit du texte sur cette partie, puisqu'on dit que pour refuser, il y a juste le non-respect par le salarié de la procédure de demande, ce qui était déjà le cas, et le non-respect des conditions d'ancienneté. On a oublié le fait qu'il ait une franchise. On parle de la franchise après, mais on ne l'a pas dit à ce moment-là. Bon, je pense que ça sera redit, et de toute façon, comme la franchise existe, les CPIR le mettront forcément d'office. Pour le report, vous aurez toujours la joie d'aller demander à votre comité social et économique son avis et vous serez obligé d'aller parler de conséquences préjudiciables à la production et à la marge de l'entreprise, mais ça ne change pas et la durée maximale est toujours de 9 mois. Et l'autre raison de report, ça peut être parce que vous avez trop de personnes en fait absentes. Là, par contre, je suis très contente, ça a été revisité et beaucoup plus simplifié. Donc, pour les entreprises de plus de 100 salariés, je peux demander un report si j'ai plus d'un salarié absent. Et pour les autres, c'est 2% de l'effectif. C'est beaucoup plus simple que ce qui était écrit avant. Donc là, c'est une simplification. Sur le délai de franchise, le salarié qui a bénéficié d'un congé de transition ne pourra pas prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'un nouveau congé de transition avant un délai. Là, le délai est simplifié aussi, c'est 10 fois la durée du projet de transition précédent et c'est entre 6 mois et 6 ans. Attention parce que le délai de franchise ne s'applique pas aux anciens CIF. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit jeu éventuellement. Celui qui a bénéficié d'un CIF, il pourrait, pourquoi pas, bénéficier d'un CPF de transition. Sur les obligations du bénéficiaire, et là par contre elles sont très clairement écrites et c'est intéressant, ce qui n'était pas le cas sur le CIF. On dit très clairement que le bénéficiaire est obligé de mobiliser ses droits de compte personnel en totalité et on dit aussi que l'employeur, qu'il doit remettre lui-même les justificatifs que l'OF leur a donnés pour prouver son assiduité à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son travail.
Donc, ça veut dire que c'est à lui de le faire. C'était pas écrit si clairement et certains salariés jouaient sur les mots. Là, c'est écrit comme ça. C'est pas sûr que d'ailleurs, ça ira forcément plus vite. Souvent, c'est le problème des écoles qui ne les donnent pas. Donc, bon. Un autre des gros changements, et ça énerve beaucoup les organismes de formation, c'est qu'ils vont être obligés de faire un positionnement préalable et ça sera une pièce essentielle du dossier déposé de CPF de transition. Et donc, l'organisme devra faire gratuitement un document qui identifie les acquis du salarié, en gros, c'est prérequis, qui propose un parcours de formation individualisé et adapté, ça veut dire peut-être pas la totalité du parcours, mais vraiment ce dont il a besoin, et qui donne un devis approuvé par le salarié avec tous les éléments concernant le coût et le contenu de l'action, pour qu'il y ait beaucoup de transparence vis-à-vis du salarié de ce qu'il va avoir. Beaucoup d'organismes ne s'étaient pas rendus compte. Le dossier du congé civique de France, pour vous donner une idée, cette partie-là, elle représente 4 pages à remplir. Donc, ça fait un gros travail pour les organismes de formation. Sur les étapes d'une demande de prise en charge, ça ressemble à ce qu'on avait précédemment auprès de la, sauf que je ne le dépose plus en théorie à terme auprès du FONGECIF, je le déposerai auprès de la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, la CPIR. Je demande d'abord l'autorisation, enfin le salarié demande d'abord l'autorisation d'absence à son employeur, l'employeur accepte, ensuite le salarié fait réaliser l'action de positionnement par l'OF. Les deux peuvent se faire en parallèle, bien entendu. Une fois que j'ai tout ça, je peux déposer mon dossier auprès de la CPIR compétente. La CPIR examine le dossier, accepte ou refuse. On va voir dans quelles conditions. Bon, la commission de CPIR, on vous l'a remis, mais il n'y a pas eu grand changement dû au décret. Juste dit que par contre, elle doit également réaliser tous les dossiers et qu'elle a un rôle de surveillance du CEP. Ça a été plus précisé. On veut rajouter quelques missions, notamment d'explication de ce qu'est le CPIR, mais pas de grands éléments. On lui donne l'examen, on lui rappelle qu'elle doit vérifier les conditions d'ancienneté forcément et la capacité du prestataire à dispenser des formations de qualité. Donc ça, c'est son rôle à elle en tant que CPIR. Et c'est là-dessus que Christine vous le disait, elle devra lire la cohérence du projet de transition, bien identifier si c'est un projet de transition, voir si c'est le bon parcours qui va bien et si on a utilisé les bons financements. Après l'action de positionnement, grâce à l'action de positionnement de l'organisme, et aussi, c'est ce que disait vous Christine, les perspectives d'emploi qu'il y a à l'issue de l'action. Et c'est grâce à ça qu'elle prendra sa décision pour savoir si elle finance ou elle ne finance pas. Donc en fait, c'est elle qui déterminera, chaque CPIR, comme le faisaient déjà les FONGECIF, définiront leurs priorités et ces priorités devront être inscrites. Elles seront liées aux spécificités du territoire, aux analyses et aux points liés avec France Compétences, aux décisions qui ont été prises dans les priorités de France Compétences. Sur les conditions de prise en charge ou de recours, pas de grands changements. La CPIR fait une notification du rejet si c'est le cas, dit qu'on peut faire un recours gracieux, créera une procédure et une instance de recours. Il y a des délais de 2 mois pour répondre dans les deux sens. Il faut bien sûr motiver le rejet, surtout également dans la commission de recours. Et la possibilité est donnée, alors c'était déjà le cas auprès du fonds paritaire, mais là maintenant ça sera auprès de France Compétences, d'aller voir ensuite un médiateur, et ce médiateur récupérera le dossier de la CPIR et ira faire une dernière analyse et pourra éventuellement accepter le financement. Bon, je vous ai mis la composition de prise en charge d'un CPF de transition, mais il n'y a pas de grandes choses en plus de ce qu'on a vu, mais au moins vous aurez pour le salarié en CDI, en CDD, tous les éléments. Mais je ne vais pas insister dessus. Ce qui est surtout intéressant, c'est les prises en charge. La CPIR pourra prendre en charge les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences, les frais annexes, les rémunérations du salarié et bien sûr les charges qui vont avec. Par contre, on ne parle plus du tout de frais de garde que nous avait rajouté la réforme précédente. Comme quoi les choses évoluent, ça rentre, ça sort. Est-ce que ça a été un oubli? On n'en sait rien. Sur les conditions de rémunération, on s'attendait à des grosses chutes. En fait, c'est exactement le même tableau que ce que c'était précédemment. Donc, il n'y a pas de grands changements. Vous les avez sur le document. Le grand changement qui risquera d'arriver et qui n'arrivera par contre qu'au 1er janvier 2020, quand la CPIR existera vraiment, parce que pour l'instant, c'est le FONGECIF qui prend la place, mais il va devoir se transformer en CPIR. Ensuite, ce qui va s'arriver, c'est que pour les entreprises de moins de 50, elles n'auront pas avancé la rémunération. C'est directement la commission paritaire qui s'occupera des bulletins de paie. Pour les petites entreprises, c'est un vrai avantage et je pense que c'est une très très bonne idée. Ça va les soulager très fortement dans l'annonce d'un CPF de transition. Mais vous voyez qu'il n'y a pas des grands changements. Le changement majeur, c'est le champ éventuellement et c'est le fait d'utiliser en fait cette cagnotte. Dernier point, et c'est vraiment un tout petit point, c'est le conseil en évolution professionnelle. On a rajouté quelques missions
au CEP, juste le fait qu'ils doivent maintenant informer collectivement sur le fait que le CEP existe, sur ses modalités d'accès, sur son contenu, qu'ils doivent faire des sessions d'information aux personnes et aux demandeurs d'emploi, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, et qui devront, et ça pour eux c'est un gros boulot, évaluer l'apport des CEP sur les bénéficiaires et donner en fait des données socio-économiques à France Compétences pour qu'ils puissent valider l'intérêt du CEP. Voilà un peu ce qui a changé sur le CEP, mais c'est pas de grandes choses. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est qu'il y aura un cahier des charges et donc un appel d'offres pour définir qui seront les CEP des salariés. Celui-ci devrait arriver vers le mois de juin, juillet. Et là, par exemple, les FONGECIF vont y répondre, et plein d'autres ont décidé d'y répondre. On sait par exemple que l'AFPA, les Greta, des banques envisageraient, les agences de travail temporaire envisageraient de postuler pour être CEP des salariés. Et donc, en fait, on verra dans cet appel d'offres qui sera retenu dans chacune des régions. Ça pourrait être des gens très différents. Pour avoir en Ile-de-France un CEP qui soit par exemple le FONGECIF, mais derrière, après, un autre CEP dans une autre région qui sera une agence de travail temporaire. Donc, en fait, il va y avoir tous ces appels d'offres qui seront être gérés par France Compétences et on saura dans l'année prochaine, normalement à la rentrée prochaine, derrière, qui seront les CEP des salariés pour 2020. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à date sur cette réforme et les décrets qui sont sortis. On espère qu'on a répondu à vos différentes questions. Je ne sais pas s'il reste encore quelques questions avant d'en terminer. Qui sont les interlocuteurs du CEPIR en région? C'est les FONGECIF aujourd'hui. Exactement. Non. Et puis, je dois... FONGECIF régional n'accédait pas aux demandes de renseignement. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais j'y ai répondu tout à l'heure, Christine, en disant que oui, il y a certains FONGECIF qui ne sont pas encore en mouvement sur le CPF de transition, parce qu'en fait, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, c'est vrai que là, le FONGECIF, il a un peu mis, Île-de-France, il a mis la charrue avant les bœufs, même les commissions, ils ne savent pas trop comment ils vont les réaliser prochainement. Donc voilà, oui. Voilà pour l'essentiel de ces décrets. Non, apparemment, on a répondu aux différentes questions. Donc, on va vous envoyer, comme on vous l'avait promis, le support que vous pourrez après étudier. Et de toute façon, on refera normalement un flash info prochainement, mais plus pour vous donner en fait les mises en œuvre et les points de comment ça se passe, notamment peut-être aussi des avancées sur les sujets des options. Merci en tout cas pour votre attention, votre participation active aux différentes questions. Et puis, on espère vous retrouver lors d'un prochain webinaire. À bientôt. À très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.